Alors, moi, j'ai la grande chance d'être rhumatologue hospitalier, d'être arrivée en même temps que ces biomédicaments. À l'époque, c'était les anti-TNF. Et quand on dit qu'il s'agissait d'une révolution thérapeutique, j'ai été la première présente lors des premières injections d'infliximab chez des patients encore en ATU. Et c'était effectivement absolument miraculeux avec des patients qui nous demandaient ce que c'était que la magie. Et pour continuer depuis 25 ans à m'occuper de rhumatisme inflammatoire chronique, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant, ça a été une véritable révolution de traitement. Et il est grand temps de ne plus parler de nouveautés parce que ça fait quand même un quart de siècle qu'on utilise ces traitements. Et pour m'occuper que de patients qui ont des rhumatismes inflammatoires sous biomédicaments, malheureusement, encore en 2021, on voit des gens arriver beaucoup trop tard. Alors, la partie qui m'avait été demandée de faire, c'était donc les indications, ce qu'on faisait avant de débuter un traitement, la surveillance et les conduites à tenir devant certaines situations. Alors, j'ai déjà réussi à mettre tout le monde en retard avec un quart d'heure. Si je parle de tout ça, on peut y passer la nuit. Donc, je vais essayer d'être très synthétique et surtout, je vous ai fait des petits cas cliniques et j'espère avoir beaucoup de questions à la fin du topo parce qu'effectivement, le sujet est très vaste. Pour revenir sur ce que vient de dire Chloé, alors on travaille en collaboration avec les dermatologues, les gastro-entérologues, parce qu'un certain nombre de nos rhumatismes inflammatoires chroniques ont des pathologies croisées, aussi bien du psoriasis, des maladies inflammatoires de l'intestin. Et donc, vous verrez au fur et à mesure qu'on a des traitements qui sont possibles pour plusieurs maladies. Pardon. Donc, les indications des thérapies ciblées en rhumatologie sont principalement les rhumatismes inflammatoires chroniques, c'est ce qu'on voit de façon bien plus importante que les autres maladies, et donc la polyarthrite rhumatoïde, tout le panel des spondyloarthrites qui peuvent inclure donc la spondyloarthrite ankylosante, le chef de file, mais les spondyloarthrites périphériques, anthésitiques, le rhumatisme psoriasique, le SAPHO, les arthrites indifférenciées. Les arthrites juvéniles seront traitées par Linda Rossi dans le prochain topo. Et dans les autres maladies inflammatoires ou auto-immunes systémiques, on a le lupus qui est bien connu et beaucoup de vascularites où il y a des avis d'experts. En rhumatologie, j'ai quand même noté qu'il y avait l'ostéoporose, les maladies osseuses ont maintenant des thérapies ciblées. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avant ces thérapies ciblées? Bien entendu, en faisant ce topo, c'est qu'on ne met pas tous les rhumatismes inflammatoires chroniques sous thérapie ciblée, mais des patients qui n'ont pas été suffisamment traités ne sont pas en rémission avec les maladies chimiques, comme en parlait Chloé tout à l'heure. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, voilà un cas clinique d'une patiente qui souffre d'une polyarthrite rhumatoïde qui vient à votre cabinet pour une prise de sang. Elle va vous interroger sur les thérapies ciblées que lui conseille son rhumatologue. Et donc, on reverra dans quelques dias les réponses. Donc, vous pouvez déjà réfléchir à ces réponses. Qu'est-ce que vous lui demandez? Qu'est-ce que vous lui répondez? Cette patiente vous dit, est-ce bien utile de réaliser tous ces examens avant la mise en route d'un tel traitement? Elle n'a pas trop envie de faire sa prise de sang, ses radios. Je suis inquiète par rapport à mon antécédent de cancer du sein il y a 6 ans. Qu'est-ce que vous lui dites? Je ne veux faire aucune vaccination. Est-ce bien recommandé? Et la quatrième, je souhaite débuter mon traitement, mais je n'ai pas encore la date de ma radio pulmonaire. Est-ce que c'est possible? Donc, on reviendra là-dessus dans quelques minutes. Et donc, vous avez bien compris que chez tous ces patients qui vont avoir une thérapie ciblée, quelle que soit la famille, on va essayer d'être vraiment simple, il faut rechercher systématiquement les contre-indications et les précautions d'emploi. Alors, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le club de rhumatisme et inflammation sous l'égide de la SFR. C'est une partie de la Société française de rhumatologie qui nous facilite largement le travail avec des fiches pratiques et qui, devant certaines pathologies, certaines situations, pour des cas très pratiques, donne des fiches. Donc, on peut être même, quand on oublie quelque chose, retourner sur les fiches du CRI. Bien entendu, là, quand je vous parle de rechercher ces contre-indications et ces précautions d'emploi, je ne parle pas du bilan d'activité du rhumatisme inflammatoire, ni du bilan de la sévérité qui nous a fait justifier ce traitement. Mais on va donc à l'interrogatoire
poser un certain nombre de questions. Et vous voyez qu'avant un anti-TNF-alpha, il y a un certain nombre de questions qui sont notifiées. Ça a été le premier, encore une fois, les premiers biomédicaments, comme le disait Chloé, utilisés en rhumatologie inflammatoire. Et vous voyez qu'on va demander aux patients s'ils ont déjà eu des infections sévères, s'ils ont des infections chroniques, s'ils ont eu des infections à répétition, s'ils ont été en contact ou est-ce qu'ils ont présenté un jour une tuberculose, si effectivement ils ont déjà eu des antécédents de cancer, d'hémopathie, de lymphome. Recherchez aussi la notion d'affection prénéoplasique. Est-ce que les femmes sont bien suivies chez le gynécologue? Est-ce qu'il y a des suivis dermatologiques? Pour les anti-TNF, il y a toute la partie neurologique avec les antécédents de sclérose en plaques, de névrite optique, les affections auto-immunes systémiques qui peuvent être associées. Pour le choix parfois de certains traitements, savoir s'il y a une atteinte pulmonaire associée, une atteinte cardiaque. Et puis, tout un panel sur les vaccinations. Et ça, c'est également Linda qui vous en parlera tout à l'heure sur les vaccinations récentes avec des vaccins vivants, les autres vaccinations, si elles sont à jour ou pas. Et enfin, pour nos jeunes femmes, avoir un petit peu quand même, savoir s'il y a un désir de grossesse qui nous impliquera dans le choix de traitements différents ou s'il y a une grossesse en cours. Donc, avant toute thérapie ciblée, vous avez compris qu'il y a un bilan et qu'on ne débute pas le traitement sans aucun bilan. Et pour essayer d'avoir été aussi un petit peu exhaustif sur l'ensemble des familles, vous voyez, dans la prise de sang, c'est des choses plutôt simples, un hémogramme, un bilan hépatique, rénal, lipidique, c'est des particularités de certaines familles, on y reviendra, une électrophorèse, des immunoglobulines, des anticorps antinucléaires, des sérologies des hépatites, BC de Sur, le E de plus en plus souvent, HIV, le fameux quantiferon par rapport à la tuberculose. Vérifiez bien entendu que les vaccinations soient à jour. Vérifiez également que les patients et patientes soient dans le dépistage des facteurs de risque de néoplasie. La radiographie thoracique, toujours pour le focus tuberculose, et un examen bucco-dentaire pour s'assurer l'absence d'infection. Donc, voilà ce qu'il faut faire avant toute thérapie ciblée. Bio, radio, de façon certaine. Ensuite, vous avez une autre patiente qui arrive à votre cabinet, un autre patient qui est… ah non, on va reprendre, pardon, on reprend le cas. Donc, vous avez compris par rapport à mon premier cas clinique que bien sûr, il faut que vous disiez à votre patiente qu'il faut réaliser ces examens pour être sûr de ne pas entraîner d'effets secondaires si elle avait une infection sous-jacente, dentaire ou autre. Elle est inquiète par rapport à son antécédent de cancer du sein et non, il n'y a pas de contre-indication. Ça fait 10 ans qu'elle a fait un cancer du sein qui est complètement en rémission. Donc, c'est des avis d'experts, mais de façon globale, on peut retenir que 5 ans est tout à fait, un antécédent de plus de 5 ans, c'est tout à fait OK. Aucune vaccination, bien entendu, ce n'est pas possible. Il faut remettre à jour le calendrier vaccinal avec un certain nombre de vaccinations qui sont recommandées par nos sociétés savantes. Et la radiographie pulmonaire avec le quantiferon, comme vous l'avez vu, c'est fondamental avant la majorité des thérapies ciblées. Donc voilà pour le pratique. Et là, un deuxième patient qui vous appelle, vous le connaissez, il a un rhumatisme psoriasique. Jusqu'à présent, il avait un traitement chimique. Et là, il souffre d'un abcès dentaire à répétition depuis 1 mois. Son rhumatologue qu'il n'arrive pas à joindre, ça c'est tout à fait de la vraie vie, lui avait donné le feu vert pour son traitement ciblé. Il y a 3 mois, mais le patient, ça aussi c'est de la vraie vie, il a tardé et puis il n'avait pas débuté le traitement. Alors, il vous demande ce qu'il doit faire. Est-ce que vous lui dites de ne pas réaliser son injection sous-cutanée? Est-ce que tant qu'il n'a pas de fièvre à plus de 39 degrés, il peut débuter son traitement? Ou est-ce qu'il doit attendre la fin de ses soins dentaires pour débuter son traitement par biomédicament? Là encore, je vous laisse réfléchir un petit peu et vous avez bien compris qu'il y a des contre-indications donc pour toutes nos thérapies ciblées qui sont les infections graves, les infections en cours, ce qui est donc le cas, la tuberculose active, les phénomènes allergiques. Et puis, pour des particularités selon les familles, vous voyez, il faut quand même s'assurer du bon état cardiaque et hépatique. Concernant les familles des anti-récepteurs à l'IL-6, alors, vous avez certainement depuis 1 an et demi beaucoup entendu parler du fameux tocilizumab qu'on utilise de façon très fréquente maintenant dans les Covid sévères. Donc, à l'interrogatoire, il a un petit focus particulier, c'est qu'il faut s'assurer de l'absence de diverticulite, toute pathologie infectieuse digestive, et également des problèmes lipidiques.
Pour les anti-IL-17, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait souvent des rhumatismes inflammatoires chroniques qui étaient liés à des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Ce ne sera pas la famille qu'on va utiliser, donc à savoir, à rechercher. Et par rapport au rituximab, comme le disait Chloé, il y a eu dans les MAB, il y a souvent des phénomènes allergiques qui peuvent être très importants. Et donc pour le rituximab, il y a une perfusion de corticothérapie dans le protocole pré-médicament. Et donc il faut s'assurer qu'il n'y ait pas une utilisation de corticoïdes qui représenterait un risque thérapeutique pour cette thérapeutique. Et enfin, pour notre dernière famille, alors qui n'est pas faite par voie sous-cutanée ni intraveineuse, c'est par voie orale, c'est ces fameuses petites molécules qui sont donc les thérapies ciblées qui agissent au plus profond de notre noyau cellulaire. Là, on va rechercher des choses encore un peu différentes par rapport aux 20 dernières années. C'est les antécédents de varicelle zona, le risque cardiovasculaire avec ces facteurs de risque qui peuvent être mal contrôlés. Et à nouveau, voir si vos patients ne souffrent pas d'une insuffisance hépatique rénale sévère. J'ai osé rajouter quelque chose parce que vous pouvez être en tant qu'infirmier, infirmière tout à fait au centre des nouveaux traitements avec des nouvelles ordonnances. Et il y a quand même 2-3 choses à voir avec cette nouvelle famille et notamment avec les inhibiteurs ou les inducteurs du cytochrome P450. Et vous voyez, si vous voyez apparaître dans une nouvelle ordonnance du médecin généraliste du kétaconazole, du verapamil ou de la rifampicine, c'est des choses à voir avec le spécialiste. Donc, si on reprend notre cas de tout à l'heure, notre patient qui présente un rhumatisme pso, vous avez bien compris qu'il ne doit pas faire son injection quand on a un abcès, une infection. Vous devez retenir qu'en cas de fièvre, que ce soit chez l'adulte, chez l'enfant, vous ne faites jamais l'injection en cas de fièvre. S'il y a un doute, il faut essayer de joindre quelqu'un, mais il y a de toute façon, pour la fièvre, c'est simple. Et il faut toujours attendre la fin des soins dentaires pour débuter le traitement. Tout de suite, un autre patient, vous allez chez cette patiente pour réaliser une injection de biomédicaments et elle vous apprend qu'elle va se faire opérer dans un mois d'une chirurgie urologique. C'est la vraie vie, hein. Nous, on est rarement tenus au courant. Malheureusement, on essaye, surtout avec nos séances d'éducation thérapeutique, d'apprendre tout ça. Mais il y a des loupés, il y a des patients qui vont vous le dire et qui ne nous reviendront jamais d'une future chirurgie. Alors, elle se fait opérer dans un mois. Est-ce que vous lui faites l'injection parce qu'il ne faut jamais stopper le traitement ciblé? Est-ce que vous ne faites pas l'injection et vous tentez de joindre le rhumato? Parce qu'en fonction de la demi-vie du médicament, bien entendu, ça va être la chirurgie, si elle est programmée, sera programmée en fonction de quel type de famille de thérapie ciblée. Donc, si on essaie de faire simple, en cas de situation clinique où il y a une intervention chirurgicale ou des soins dentaires lourds, encore une fois, dans les fiches du CRI, on va vous séparer les différentes situations, mais pour des interventions chirurgicales ou des soins lourds, on arrête le traitement, on discute selon les situations d'une antibiothérapie prophylactique et on reprend la thérapie ciblée ou le biomédicament à cicatrisation complète. Alors, ce n'est pas fini, parce que comme ils vous appellent tout le temps et que vous les voyez, il y a un autre patient qui vous téléphone car il part en voyage pendant un mois à l'étranger et il ne sait que faire de son traitement. Alors, lui, il a comme traitement une injection anti-TNF-alpha toutes les 2 semaines. Alors, qu'est-ce que vous lui dites? Il n'a pas besoin d'emporter son traitement pour un mois parce que l'efficacité va se prolonger, c'est sûr, il ne va pas s'embêter avec des injections. Vous lui dites qu'il peut mettre son traitement sans problème dans sa valise en soute. Et puis, vous lui dites qu'il doit récupérer un certificat médical ou une ordonnance traduite en anglais pour prendre son avion. Alors, là, c'est pareil. En cas de voyage, il y a des cas par cas. Si le patient il part effectivement 1 semaine et qu'il faut décaler de 2 jours son injection, on ne va pas lui faire emmener son injection, mais on va en discuter avec lui, surtout s'il est en rémission complète de sa maladie inflammatoire. Par contre, sinon, s'il doit effectivement emmener ses injections, c'est dans un sac isotherme. Ce n'est pas à mettre en soute, mais en cabine, avec un certificat médical. On a des choses toutes faites. Depuis 20 ans, on a ça bien près dans nos ordonnances. Et il faut bien entendu rappeler aux patients les mesures d'hygiène adaptées au pays. Voilà, un autre cas clinique qui nous arrive de façon fréquente,
Il y a une de vos jeunes patientes qui vous téléphone. Souvent, vous êtes appelé avant nous parce que certainement plus disponible. Et elle vous dit que son test de grossesse est positif. Elle est complètement paniquée parce qu'elle est elle aussi sous injection d'anti-TNF-alpha toutes les 2 semaines. Est-ce qu'elle doit faire son injection? Est-ce qu'elle doit prévenir son rhumatologue? Est-ce qu'elle doit prévenir son gynécologue? Alors, c'est pareil, si on doit parler de la grossesse et des biothérapies et des thérapies ciblées, on peut en parler pendant des heures. Mais vous devez retenir une seule chose, c'est que les seules thérapies ciblées qui peuvent être poursuivies ou reprises durant la grossesse sont les anti-TNF-alpha. Ça a changé pendant les 20 dernières années. C'est non tératogène, non mutagène. Et vous savez très bien que si vous laissez une maladie inflammatoire évoluer, déjà notre jeune femme, elle aura du mal à pouvoir être enceinte s'il y a une inflammation très importante. Donc déjà, on n'arrêtera pas la thérapeutique. Et effectivement, le choix de traitement, quand on a une jeune patiente en face de nous qui nous parle d'un désir de grossesse, sera de privilégier cette classe, la première des classes, mais les anti-TNF. Autre chose d'important comme message pour l'ensemble des thérapies ciblées, c'est que le nourrisson sera considéré comme immunodéprimé pendant 6 mois après la dernière injection, avec quelque chose d'important à dire donc au pédiatre ou au médecin qui suivra ce bébé, car il y aura un report des vaccins vivants. Enfin, l'allaitement, c'est pareil. Les seuls compatibles avec l'allaitement sont les anti-TNF-alpha. Et vous savez qu'on travaille avec un site qui est super bien et une équipe de collègues qui nous aident, même dans des cas très, très précis, parce que vous allez me dire, mais toutes les polyarthrites rhumatoïdes ont peut-être déjà eu des anti-TNF-alpha et on est obligé de mettre un autre traitement, etc. Et donc, dans ce cas-là, on passe avec le CRAT, qui est le centre d'agents tératogènes et qui nous aide dans des situations particulières. On ne pouvait pas terminer le topo sans parler de Covid, parce que vous savez qu'il y a eu énormément de questions pour nos patients qui ont un rhumatisme inflammatoire chronique et qui étaient très stressés il y a de ça 1 an et demi. Les choses sont maintenant assez claires. Et là, il y a un de vos patients qui vous téléphone et qui est traité par rituximab. On lui a déconseillé, et ça aussi, c'est des choses qu'on entend malheureusement encore en mai 2021, on lui a déconseillé la vaccination contre la Covid-19. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez? Il doit se faire vacciner, une 3e dose de vaccin sera nécessaire et il doit prévenir son rhumatologue immédiatement pour avoir son feu vert. Alors non, surtout pas, qu'il n'appelle pas le rhumatologue, les choses sont faites. Normalement, tous les centres, tous les hôpitaux sont au courant de ce qu'il faut faire. Comme pour toute la population, on recommande d'être bien entendu vacciné. Et il faut quand même, les patients à risque de forme grave, c'est pour 5 traitements, dont en fait un seul en rhumatologie, on va dire classique, parce que l'azatioprine, le MMF et le cyclophosphamide, c'est plus pour des patients qui ont des vascularites en médecine interne, mais en rhumatologie, c'est plus le rituximab, ou des patients qui ont une forte corticothérapie, ce qui se voit non plus, plus tellement, enfin plus du tout normalement en rhumatologie, plus les facteurs de risque classiques de la population générale. Mais ce qui veut dire que tous nos autres patients, et ça n'a pas été dit au début parce qu'on ne le savait pas, mais maintenant c'est clair au bout d'1 an et demi, tous nos patients sous anti-TNF, sous anti-récepteur IL-6, sous anti-L17, etc., n'ont pas de risque de faire une forme grave du Covid. Par contre, par rapport à ce patient qui vous appelle, qui est sous rituximab, il a entendu parler, donc vous avez entendu parler d'une 3e injection. Alors effectivement, la DGS avait donné qu'il fallait faire une 3e dose. Et vu les problèmes de vaccination encore dans certaines régions, la Société française de rhumatologie a sorti une dernière recommandation, là il y a 1 mois, en disant que 1 mois après la 2e dose de vaccin, on propose une sérologie et on ne fera que la 3e dose chez ces patients si le taux d'anticorps est insuffisant, en mettant un cut-off à 100 unités. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de situations pratiques. La surveillance, on a besoin de vous comme vous avez besoin de nous, comme on a besoin de tous nos collègues. Ça fait 25 ans que je suis à l'hôpital et on est des équipes qui travaillons ensemble. Et je pense que c'est fondamental de pouvoir travailler en collaboration. Et on essaye de plus en plus avec nos patients qui ont des infirmiers, des infirmières à domicile, d'entrer en contact avec elles par le biais de nos infirmières d'éducation thérapeutique. Car vous avez des missions ultra importantes. Nous, on a une mission clinique et biologique
et à savoir qu'il faut évaluer bien entendu l'efficacité du traitement, savoir changer le traitement si le patient n'est pas en rémission, parce qu'en 2021, on ne peut pas simplement essayer d'avoir un patient qui va un peu mieux, mais on veut un patient qui va très bien. On va se donner les moyens en tous les cas, parce que comme vous le disiez, Chloé, les nouveaux traitements arrivent. Chaque année, nous avons des nouvelles thérapeutiques en rhumatologie, donc il faut être bien à jour et bien connaître tous ces traitements. Et effectivement, évaluer aussi la tolérance. Donc, il faut que ces patients soient examinés et donc rappelez-leur aussi d'aller voir leur médecin généraliste, qui est un peu quand même le chef d'orchestre entre les différents spécialistes. Et pour vous, les infirmières, les infirmiers, s'assurer du bon déroulement des injections sous-cutanées à domicile, apprendre le geste pour savoir faire des auto-injections, je pense que c'est fondamental. Rappeler les conseils donnés avec tous ces conseils que vous retrouvez dans ces fiches du CRI et les conseils qu'on peut vous donner par rapport aux infections, au suivi dentaire, au suivi gynéco, etc. Donc, répondre aux questions sur l'utilisation pratique du traitement. Alerter si besoin le médecin généraliste ou le médecin spécialiste si vous rendez compte qu'effectivement quelque chose est passé à l'as. Et bien entendu, pour les infirmières et infirmiers hospitaliers, il y a la checklist pour s'assurer de l'absence d'infection, d'événements intercurrents depuis la dernière injection et la surveillance pendant la perfusion de l'absence de signes d'allergie. Alors, j'espère que je ne vous ai pas mis une tête énorme avec tout ce listing. J'espère qu'il y aura plein de questions et que vous retiendrez les choses très, très pratiques dans toute cette famille de médicaments. Mais la meilleure des choses, c'est qu'ils soient traités le plus vite possible, correctement, pour qu'il y ait le moins d'effets secondaires, parce que le plus grand risque d'effets secondaires restait encore à l'heure d'aujourd'hui la corticothérapie au long cours.